Bonjour à tous, bienvenue. Nouveau numéro de Around, le rendez-vous montage maker d'échanges et de discussions sur les sujets de la transition. On est aujourd'hui au village Baïséa. On viendra évidemment sur ce qu'est ce village qui nous accueille aujourd'hui. Une première table ronde aujourd'hui sur mobilité et innovation. Vous allez le voir avec différents chiffres évidemment, et surtout on va en parler avec nos invités. Michael Fauché pour Poma, Pierre-Jean Bonnefond pour Attaway, Émilie Stringue-Comte pour Wattea et Guillaume Buffet pour Moverbase. On va, avant de lancer les discussions, évidemment, commencer déjà par donner la parole à notre hôte aujourd'hui, Vanessa, qui va nous expliquer ce lieu qui accueille cet enregistrement aujourd'hui, le village Baïséa. C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est quoi les objectifs? D'abord, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans ce lieu dédié à l'innovation. Donc, on est un accélérateur d'innovation et de transformation. Donc, on a pour mission d'accélérer, de développer, de favoriser l'innovation sur notre territoire des Deux-Savoies. Donc, notre métier premier, c'est l'accompagnement de start-up, de ces jeunes entreprises innovantes sur la phase d'accélération, donc entre la création de l'entreprise et vraiment la croissance. Donc, c'est un moment charnière parce qu'on va plutôt aller là sur la partie structuration de l'entreprise, que ce soit commercial, RH, les levées de fonds qui sont un sujet prégnant. Aujourd'hui, on accompagne 21 startups, mais on a déjà accompagné plus d'50 de startups depuis l'existence du village. Ça, c'est notre cœur, c'est notre cœur de métier. Mais finalement, notre mission, elle va bien au-delà parce que le village, c'est un acteur d'innovation ouverte. En fait, on va favoriser ce terreau et faire en sorte que l'innovation, alors ça, c'est notre objectif final, que l'innovation soit un véritable levier de la transformation pour les entreprises, pour les territoires. Donc l'accompagnement des entreprises, c'est crucial et c'est aussi très important pour le développement des startups. Donc notre première mission, c'est de les mettre en relation. Donc nous, on a la capacité de sourcer des startups en local, mais aussi au national, parce que le village, c'est un réseau national de 45 villages. Donc ça, c'est notre première action. Comment une entreprise va aller chercher l'innovation à l'extérieur de son entité pour aller plus loin, peut-être plus vite ou différemment. Donc, on accompagne dans cette relation-là. Et puis, en fait, aussi pour nourrir, initier ou approfondir les démarches d'innovation des entreprises, nous, on va transmettre la réalité du terrain, du quotidien, parce qu'on est à côté des startups chaque jour. On va transmettre ce qu'on sait, on va transmettre nos outils d'accompagnement et on va parfois transmettre juste la culture innovation à ces entreprises-là. Et puis, le dernier volet, c'est on accompagne les filières. Donc, on a créé des programmes sur notamment le tourisme durable en montagne, où là, on va être un véritable lab d'expérimentation qui va être d'une richesse incroyable pour les startups parce qu'elles vont récupérer de la donnée terrain et puis un champ de veille et de solutions pour les acteurs de la montagne. Donc, voilà en quelques mots ce qu'on peut. Merci Vanessa. On voit les chiffres en même temps que vous parliez. Qui illustre évidemment l'activité du village. Avant de donner la parole à chacun de nos invités, on va lancer un petit film, pas petit d'ailleurs, une vidéo qui est un des exemples d'une innovation pour la mobilité à développer dans le futur. Pardon. Il lui aura fallu moins de 5 ans pour sortir de terre. Alors que certains projets piétinent et que d'autres ont définitivement été enterrés, l'ascenseur valléen de Saint-Gervais est lui en activité depuis le 6 septembre dernier. Il relie les deux bourgs de la commune, Le Fayet et Saint-Gervais-les-Bains. Résultat d'une agilité politique et d'une volonté de transformer la mobilité en montagne. Quand on a bien mûri et bien travaillé un projet et qu'on l'a travaillé avec tout le monde, c'est-à-dire aussi bien avec l'administration, avec l'architecte des bâtiments de France, avec l'ensemble des acteurs, on gagne du temps puisqu'en fait on arrive à un projet qui est mature et qui met en fait à peu près 2 ans pour sortir de terre. Parce que la sortie de terre, c'est hyper rapide. Et ensuite, les sachants, c'est-à-dire ceux qui savent
comment faire une ligne de télécabine, comment faire toute cette mécanique qui est quand même un peu compliquée, eh bien c'est du pain béni pour eux parce qu'ils savent que le dossier il est porté. C'est plus qu'une évolution, c'est une révolution parce que personne ne peut imaginer comment les gens vont changer leurs habitudes, leur façon de se déplacer, leur façon de vivre à Saint-Gervais. Il y a une grosse innovation quand même sur cet appareil. C'est le premier appareil équipé de nos balanciers, qui sont des balanciers qu'on appelle l'endurance, qui prennent beaucoup plus de charge, qui permettent de limiter le nombre d'appuis. On a limité 3 pylônes par rapport à ce qu'on aurait pu faire avant. Et en plus, c'est ces balanciers-là qui sont équipés des bandages Michelin, première mondiale. Fruit d'une collaboration Made in France avec Poma, le Valléen vient compléter la promesse d'un transport décarboné avec l'ascenseur des Thermes. Les chiffres sont prometteurs, en fonctionnement 7 jours sur 7, entre 7h et 20h30 pour un trajet de 5 minutes qui permettrait de réduire la fréquentation de 15 000 voitures par an, soit une économie de CO2 comprise entre 12 et 15%. On dit ascenseur, mais je dis aussi descenseur. On crée un lien. Ici, c'était la volonté aussi des élus et de la population, créer un lien entre le bourg sommital et la vallée. Vous avez une clientèle locale, un service aux populations. Vous avez la possibilité aussi d'accueillir des touristes descendant du train. On a une conjonction de possibilités qu'on n'a pas sur beaucoup d'autres projets qu'il y avait ou réalisations. On peut penser que pour rendre un service aux populations, on pourrait aménager comme en Suisse. Il y a en Suisse plusieurs dizaines de vallées ou de sites reliés à la montagne pour apporter un transport public à la population. Parce que la création d'une route, ça coûte une blinde, pour parler crûment. Donc l'entretien aussi. En France, déjà, pour rentabiliser ces appareils, quels seront les élus qui auront le courage, sinon de fermer les routes, du moins de les contingenter? On va y venir, je pense. Un jour ou l'autre, on va y venir. S'inspirer du modèle suisse jusqu'à rendre piéton le centre-ville de Saint-Gervais, tous les rêves sont permis. Considéré comme la mobilité du futur, le Valléen a été célébré dans la commune qui offre un an d'abonnement à ses habitants permanents et le libre accès aux lycéens détenteurs de la carte des transports scolaires. Les troubles-fêtes s'inquiètent tout de même de ne pas atteindre les résultats escomptés, transporter 125 000 habitants par an et pas moins de 144 000 vacanciers. Ils mettent en avant le manque de places de parking à la gare aval et l'offre intermodale est-elle suffisamment attractive pour espérer un changement d'habitude des habitants comme des vacanciers. C'est vrai que l'intérêt de ce projet, c'est vraiment d'être sur un pôle d'échange multimodal au Fayet, avec la SNCF, le TER, le Léman Express, le Chamonix Express. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui se retrouvent sur le bas. Et on a déjà travaillé en amont avec notamment le TER et le Léman Express sur des produits communs et on espère vraiment pouvoir l'inclure à 100% sur le parcours client. C'est un pari sur le futur. Il y aura certainement des contraintes, mais on voit aussi que les jeunes passent de moins en moins le permis. Donc on va aussi pouvoir capter cette clientèle. Notre clientèle qui est desservie par le train va pouvoir faire le dernier kilomètre et arriver directement sur les pistes de ski ou en montagne en général. Bien évidemment, tout ça, ça s'accompagne. C'est pas un puzzle, mais c'est quand même des choses qui se mettent bout à bout. On a fait un parking de 200 places il y a 2 ans, supplémentaire au Fayet. Là, l'objectif, mais ça ne dépend pas que de la commune, puisque les terrains appartiennent à la SNCF. Il est de restituer un parking qui soit le double de ce qu'il y avait avant. Avant, on avait à peu près 150 places de parking à la gare. On voudrait en faire 300. Il faudra donc la participation de tous les acteurs, dont la région et la SNCF, pour garantir le succès d'une mobilité décarbonée sur nos territoires de montagne. Il faudra aussi que les communes veillent à l'inflation sur l'immobilier, notamment côté aval. D'après l'association Le Chaînon Manquant, à objectif olympique année 2030, 6 nouveaux appareils de ce genre pourraient voir le jour dans les massifs français. Voilà, en fait, un sujet dans lequel on retrouve à peu près tous les ingrédients dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire innover pour transformer, évidemment prendre en compte l'écosystème et tout ce qui peut être considéré comme systémique pour pouvoir changer les choses, les freins, évidemment, là on le voit, les parkings, l'intermodalité. On aura le temps de parler de tout ça. On va commencer par Michael Fauché, groupe Poma. Michael, bonjour, déjà merci d'être avec nous. Bonjour.
On le voit en chiffres aussi, le groupe Poma. Aujourd'hui, l'innovation dans le groupe Poma, ça représente quoi en termes d'activité, d'état d'esprit et de vision? Alors l'innovation, on a du mal à la mettre en chiffres uniquement, parce que l'innovation, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui va jouer sur l'offre de produits, l'offre de services. Mais quand je dis l'offre de services, je rebondis sur ce que disait Vanessa tout à l'heure, c'est aussi bien de proposer des financements, ou en tout cas de trouver des solutions de financement, de faire le pont entre des tas de gens qui ont des projets et puis des gens qui ont de l'argent. Donc l'innovation chez nous, ça va être du produit. Donc si on prend le Valais 1, on a des balanciers qui ont été conçus spécifiquement pour avoir moins de maintenance. Et le moins de maintenance, il est lié à l'usage. C'est-à-dire que lorsqu'on est en station de ski, on a plusieurs mois pour faire la maintenance tranquillement aux intersaisons, quoique avec le multisaison, ça devient plus contraignant. Donc il faut innover sur la manière de faire la maintenance, il faut innover sur la manière d'appréhender le service lui-même, plus grande plage horaire. Sur ce système, on a des capteurs qui viennent aider l'exploitant pour avoir moins de personnel en permanence dans la gare, parce qu'il y a des moments creux, donc ça ne sert à rien d'avoir plein de gens lorsqu'il n'y a personne. On a toujours ce problème dans le transport public de variation forte de la fréquentation. Donc ça, c'est un volet d'innovation. L'autre volet, c'est le service qui va avec, parce que finalement, il faut qu'on soit capable de proposer des solutions d'assistance à la maintenance, d'assistance à l'exploitation. Donc c'est tous ces axes de développement. Et pour nous, la philosophie de l'innovation, c'est de trouver quelque chose de très ouvert. Donc on a créé le Poma Innovation Lab il y a 2 ans, dans lequel tout un chacun de tout le groupe Poma, pas juste à Vorep, peut proposer une idée. Et à un moment donné, on a un collège de collaborateurs, 100 membres du comité de direction, c'est volontaire, qui a une grille qui, elle, a été validée par le comité de direction, qui donne des critères objectifs, être meilleur que la concurrence, être plus éco-responsable, et qui va juger des projets amenés, et qui va laisser une chance à 10 projets par an. Et on va laisser les gens s'exprimer, alors soit eux-mêmes s'ils en ont la compétence et le temps, soit un chef de projet. Et ils auront un petit budget pour aller à une étude de faisabilité et derrière, éventuellement, développer le produit. On reviendra sur les sujets évidemment de mobilité urbaine et de développement du câble en ville également. Guillaume Fauché, Moverbase, on va aussi voir les chiffres. Déjà en 2 mots, parce que peut-être qu'on vous connaît un tout petit peu moins que Poma, c'est pour ça que je n'ai pas rappelé l'activité du groupe Poma, mais déjà en quelques mots, Moverbase, moi j'ai appris que ça récemment et je trouve ça passionnant, mais donc en 2 mots, on voit derrière plein de chiffres. Guillaume, expliquez-nous ces chiffres et qu'est-ce que fait Moverbase? Qu'est-ce qu'apporte Moverbase? Alors en une seconde, bonjour à toutes et tous, mais en une seconde, Moverbase, c'est une plateforme technologique qui s'appuie, comme ça le mot sera dit, sur l'intelligence artificielle pour automatiser la détection, l'évaluation des acteurs de l'innovation partout dans le monde. On suit 200 000 acteurs de l'innovation, on suit leurs interactions avec Poma, avec les grandes entreprises privés et les grands acteurs publics, les incubateurs, les accélérateurs, etc., pour comprendre ce qui se passe, comment ça bouge et qu'est-ce qui évolue dans le monde de l'innovation. Et tout ça est analysé par des algorithmes pour y voir plus clair. Par exemple, ce qu'on voit à l'écran, j'ai demandé à Moverbase d'évaluer la tendance autour de l'intérêt des sujets liés aux nouvelles mobilités. Donc j'ai posé la question et Moverbase m'a répondu avec le graphique qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire une accélération très claire du nombre de conversations qu'il y a sur les réseaux sociaux autour des sujets de nouvelles mobilités. On est passé de quelques-uns au début de l'année 2022 à près d'une centaine par mois uniquement dans les interactions entre acteurs français dans le cadre de cette analyse-là. Donc voilà, ça bouge, on en parle. Guillaume, est-ce que vous transmettez ça aussi aux politiques? Alors, j'ai... Parmi les utilisateurs et les clients de Moverbase, il y a la mission French Tech au niveau ministère de l'économie, tout le ministère de l'économie, même les services du Premier ministre aujourd'hui qui distribuent les fonds, vous savez, France 2030, eh bien, utilisent la solution pour évaluer la performance des fonds qui sont distribués, par exemple. On reviendra évidemment sur l'intérêt et les résultantes de cette photographie qui évolue en permanence. Notamment, je pense évidemment sur la notion d'investissement, puisque quand on parle d'innovation, il y a un sujet d'investissement. On y reviendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on continue notre tour de table avec Émilie Wathéa. Émilie, je vais vous passer... Non, est-ce que tu peux... On avait un tout petit... Wathéa, en 2 mots, une présentation avant qu'on revienne. Moi, j'ai découvert ça aussi avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'activité et l'actualité de Wathéa? Tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et merci
pour l'accueil. Alors, en quelques mots, Wattea, c'est une start-up qui est issue, qui a aujourd'hui 2 actionnaires, donc que sont le groupe Michelin, que je ne vous présenterai pas, et le Crédit Agricole, que je ne vous présenterai pas non plus. L'idée, en fait, c'est que Wattea est sorti de l'incubateur Michelin avec une mission d'opérateur de mobilité. Alors, vous connaissez potentiellement les opérateurs de téléphonie qui vont permettre d'agréger tous les services autour du téléphone, donc votre téléphone fixe, votre téléphone portable, votre box, votre accès à la télé, les box internet et box télévision. Nous, en fait, on fait à peu près la même chose dans la mobilité, avec l'objectif d'accompagner les professionnels dans l'électrification de leur flotte de la façon la plus fluide et dans la continuité que ce soit. Donc pour ce faire, en fait, on a une offre qui va se tourner autour de 3 briques. La première brique, c'est le choix du véhicule. Donc c'est des véhicules qu'on va avoir testés et éprouvés. Donc c'est des véhicules 100% électriques uniquement. Et on opère uniquement sur le marché des véhicules utilitaires. Donc c'est vraiment pour les professionnels dont le véhicule est un outil au quotidien. On a une offre autour de la brique recharge, donc solutions de recharge adaptées, que ce soit avec l'installation de bornes dans les entreprises, chez les collaborateurs. On a aussi une équipe dédiée qui va pouvoir conseiller nos clients sur tout ce qui va être de la recharge, ce qu'on appelle en itinérance. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une borne chez vous, à votre bureau ou sur votre lieu de travail pour avoir un véhicule électrique. On arrive à avoir des scénarios de recharge qui permettent de voir le temps, le coût, et ce, dans le temps. Donc ça va permettre de modéliser l'ensemble des coûts autour de ces passages à l'électrique. Et la 3e brique, c'est tout un bouquet de services digitaux, donc qui va inclure notamment la gestion des coûts pour la recharge, et puis une application dédiée pour le chauffeur, un portail gestionnaire pour la personne en charge du parc, qui va lui permettre d'avoir une vision de sa flotte au quotidien et de pouvoir piloter ses véhicules électriques au jour le jour. Ok, on va évidemment, j'ai évidemment plein de questions à vous poser sur ce que vous venez de dire. On revient dessus juste après. Je voudrais qu'on finisse évidemment notre présentation des invités avec Pierre-Jean Bonnefond pour Attaway. Pareil, activité extrêmement intéressante, mais je vous laisse nous expliquer aujourd'hui l'activité principale d'Attaway et son actualité. Ok, bonjour à tous, merci. Alors Attaway est une entreprise qu'on a co-créée avec Jean-Michel Amaré il y a un peu plus de 13 ans maintenant, dont la spécialité, qui s'est spécialisée sur les bornes de recharge de véhicules à hydrogène. Et donc l'objectif, c'est de venir en complément des véhicules à batterie, offrir des véhicules hydrogène qui vont pouvoir étendre les conditions d'usage de véhicules décarbonés. On sait que la batterie, ça marche très très bien pour plein d'applications, pour le particulier, pour les usages peu intensifs. Mais dès qu'on va rentrer dans des usages intensifs ou des usages qui nécessitent des quantités d'énergie trop importantes, la batterie va montrer ses limites. À ce moment-là, l'hydrogène prend le relais. Et pour que les véhicules à hydrogène puissent fonctionner, il faut déployer un réseau de stations de recharge. Et donc, Attaway s'est spécialisé sur ce sujet, avec une équipe d'environ 130-140 collaborateurs située entre Chambéry et Grenoble. Juste une question, quand on dit intensif, c'est quoi? Alors, intensif, le principe, c'est globalement les activités professionnelles type VUL ou poids lourd, à partir du moment où la batterie amène des contraintes insupportables pour le professionnel. Insupportable parce que trop de temps de recharge et d'interruption dans la charge de travail, ou alors carrément impossibilité technique, c'est-à-dire que si vous voulez avoir 400 km d'autonomie avec un poids lourd, vous allez emmener plus de batterie que de charge utile. Donc à un moment, ça fait plus de sens. Donc là, les transporteurs, ils lâchent l'affaire, ils disent non, ça marche pas. Et donc là, l'hydrogène va venir apporter une solution parce que l'hydrogène a cette caractéristique d'être un vecteur énergétique très très dense et donc qui permet d'emmener beaucoup d'énergie avec une masse très très faible. Alors, ça n'a pas que des qualités, l'hydrogène, ça a aussi un rendement moins bon que la batterie, ça a aussi un coût un peu plus élevé pour l'instant, mais tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se caler dans le cadre de la création d'un certain nombre d'écosystèmes. Donc, on peut citer sur la région Rhône-Alpes l'entreprise Impulsion qui développe tout un réseau de stations dans tous les grands nœuds urbains et qui va permettre demain de faire du transport longue distance de poids lourds, ce que la batterie ne peut pas permettre. Donc, voilà à quoi l'hydrogène va venir répondre. Alors, on aurait pu ajouter le vélo, le rail, mais enfin, soyons pas plus royalistes que le droit. Déjà, là, autour de nous, quand on parle de mobilité, on a des gens spécialisés dans le câble, on a des gens spécialisés dans l'hydrogène, dans l'électricité, en tout cas l'électrification des automobiles.
Et puis on a quelqu'un qui pourra faire gaffe à tout ce que vous dites, puisqu'en fait, lui, il cartographie en permanence. Donc, est-ce que déjà, les différents secteurs d'activité ou expertise, en tout cas, que vous démontrez chacun de votre entreprise, sont des secteurs qui sont aujourd'hui en développement et à vos yeux, est-ce qu'ils vont assez vite? Alors, vaste question. Oui, le secteur est en développement. On a aujourd'hui une contrainte forte qui est la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, qui a vu un nouveau tournant là, en janvier 2025 qui devient désormais punitive, qui ne l'était pas jusqu'à présent. On le voit à l'écran actuellement, donc 15% de la flotte des entreprises devrait être électrifiée dans le cadre de cette loi. Exactement. Et donc, quand on dit 15%, c'est actuellement, enfin, la date, c'est quoi? Alors, la date butoir, c'est qu'au 31 décembre 2025, l'ensemble des entreprises françaises, entreprises et collectivités françaises qui vont avoir une flotte au global de plus de 100 véhicules sont assujettis à la loi LOM. Et donc, si sur ces 100 véhicules, alors je vais vous épargner les calculs, mais pour faciliter, grosso modo, il faudrait que 15 véhicules sur ces 100 véhicules soient électriques ou hybrides. Sans quoi les entreprises seront redevables d'une taxe à l'État qui est aujourd'hui de l'ordre de 2 000 € par véhicule. Donc sur 15 véhicules, ça commence à faire un montant. Et ce pourcentage, il va être exponentiel dans le temps. On va atteindre quasiment 50% en 2030. Et les montants, les barèmes des pénalités vont être multipliés par 2 aussi dans le temps. Donc après, on va avoir des impacts coûts très très forts. Donc oui, ça s'accélère. La loi LOM va permettre d'aller un peu plus vite, mais on a encore beaucoup de réticences et beaucoup de freins à l'électrification, parce qu'il y a beaucoup encore un imaginaire collectif comme quoi l'électrique est contraignant. En fait, c'est pas plus contraignant que ça, c'est simplement un changement d'usage. Et on le sait, parfois, le changement est compliqué à accepter parce qu'on a l'habitude de rester dans la facilité et dans sa routine. Oui, absolument. De toute façon, on est au cœur on est évidemment au cœur du sujet du changement en général. Michael, est-ce que le transport par câble, et notamment urbain, je pense que c'est un point extrêmement intéressant, est-ce qu'il progresse et quels sont les freins, en tout cas quelles sont les difficultés qu'un groupe comme Poma peut rencontrer sur la mise en place de ces différents transports urbains? Il y en a plusieurs qui se sont mis en place récemment en ville, et je ne suis pas sûr que tout le monde d'ailleurs ait cette vision du nombre de transports par câble qui se développent depuis quelque temps. Quels sont les freins quand on passe d'un transport qui marche pour emmener des skieurs de haut en bas à des gens qui normalement devraient le prendre pour aller travailler, ou un peu comme un équivalent de métro? Alors, je pense que la dernière phrase qui a été donnée par Wattea est vraiment importante. C'est un changement d'usage, c'est un changement d'habitude. Il y a aussi des gens qui ont peur, il faut être clair, hein. Ils sont en hauteur, ils n'ont pas l'habitude. Donc ça, c'est un premier point, un premier frein, c'est-à-dire qu'il va falloir réussir à montrer qu'il y a des expériences réussies. Comme je disais tout à l'heure, nous, dans les innovations, on a aussi innové par le fait qu'on exploite nous-mêmes les machines. C'était aussi pour lever un frein, parce que finalement, les gens, lorsqu'on fait un appareil à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de monde qui a la culture remontée mécanique. Donc si on arrive vers notre maître d'ouvrage, qui est donc une communauté d'agglomération, avec une solution d'exploitation, déjà ça rassure. Il faut acculturer les gens en amont. Donc ça, c'est ce qui peut être un frein dans certains cas. Ce qui peut être un frein aussi, c'est la mauvaise réflexion sur le parcours. Parce que si on fait une infrastructure qui est quand même assez lourde, qui est assez imposante, il faut qu'elle ait du trafic. Et ça veut dire qu'il faut mettre en cohérence les acteurs. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on puisse trouver comment on peut se connecter à un réseau des derniers 500 mètres pour amener d'autres choses que des gens, pour amener une partie du fret. Parce que tout à l'heure, une personne disait une route, c'est cher. Oui, c'est cher, mais si on est obligé de garder la route parce qu'on n'a pas traité tous les aspects avec notre système de transport, on va garder la route et on va garder le système de transport. Donc ça ne va pas assez vite parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de coordination entre tous les acteurs en amont d'un projet. Et les projets qui ratent, c'est soit qu'on va avoir des gens qui vont subir la nouvelle infrastructure sans bénéficier, comme une ligne de TGV. Hein. C'est-à-dire que les gens qui voient passer la télécamine mais qui n'en profitent pas, ils ne sont pas très contents. Soit parce qu'on n'aura pas réfléchi à toutes les interconnexions. Pierre-Jean, même question. Vanessa, je sais, parce qu'en fait, Vanessa aussi, on en parlait tout à l'heure, tellement l'habitude au fait de développement, d'innovation aussi, que Vanessa, n'hésitez pas s'il y a des remarques. Pierre-Jean, justement, pareil, sur cette partie hydrogène, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a aussi un sujet de réassurance ou d'explication, de pédagogie?
Et puis, est-ce qu'on est dans un contexte plutôt incitatif, comme Émilie vient d'en parler, même s'il y a des freins qui sont plutôt cognitifs Oui. Alors, bon, l'hydrogène, c'est une technologie qui est encore un petit peu plus de rupture. Hein. C'est l'étape d'après l'électrification avec les batteries. Et donc, il a fallu une bonne dizaine d'années entre les premiers véhicules à batterie et le fait qu'aujourd'hui, tout se mette en place et que les freins psychologiques soient levés. Et on voit qu'il y en a encore à lever. L'hydrogène est parti avec 5 ans de décalage. L'hydrogène a aussi un petit peu pâti d'un peu de variations politiques. Alors, on est très content parce qu'il y a la nouvelle stratégie nationale hydrogène qui a été publiée récemment, qui donne vraiment de la perspective sur le long terme. Les points importants sur le développement d'une technologie de rupture comme l'hydrogène, c'est qu'il faut que tout monte en même temps. C'est-à-dire la prise de conscience des utilisateurs que ça va répondre à certains de leurs besoins et que c'est la seule façon de le faire. La prise de conscience des élus qu'il faut faciliter l'installation, libérer les terrains, etc. Bien sûr, il faut que les industriels aient le bon produit. Et nous, depuis 10 ans, on a fait évoluer nos produits de façon très, très forte. On est passé de stations qui faisaient 2 kg jour à des stations qui font 1 tonne jour. Donc, on voit bien qu'il a fallu que le produit s'adapte à ce qui est le vrai cas d'usage qui aujourd'hui est établi comme étant un cas d'usage pertinent. Et puis bien sûr, il faut que les constructeurs de véhicules suivent le mouvement, mettent les bons véhicules à disposition pour convaincre les exploitants et les chargeurs d'utiliser cette nouvelle façon de décarboner leur activité. Donc il y a beaucoup de planètes à aligner avant qu'une innovation un peu complexe comme celle d'une nouvelle façon d'envisager une mobilité décarbonée puisse vraiment se structurer. On est dans cette étape-là. L'hydrogène a eu un petit effet buzz il y a 4-5 ans. Il y a des gens qui ont un peu survendu le sujet. Aujourd'hui, on est entré dans la phase de la maturité du développement, c'est-à-dire que la feuille de route hydrogène du gouvernement permet maintenant de voir clairement quels sont les cas d'usage où l'hydrogène va être nécessaire, où il va être pertinent, et donc se projeter sur les 5-10 prochaines années pour déployer quelque chose d'harmonieux en termes d'usage, d'infrastructure, pour que la décarbonation soit efficace. Guillaume, une réaction, oui. En fait, c'est hyper intéressant parce que ta question est est-ce que ça va assez vite ? Mais est-ce que ça va assez vite où ? C'est quoi le voyage ? C'est quoi la mobilité dont on parle ? Si on dézoome un tout petit peu, juste de 2 siècles, hein. Il y a 2 siècles, on a inventé les départements. Vous savez comment est-ce qu'on a inventé les départements ? Un département, c'était une journée avec le moyen de transport le plus rapide de l'époque, le cheval. Le moyen de transport le plus rapide aujourd'hui, c'est la fibre optique. C'est d'ailleurs la fibre optique, c'est le premier opérateur de mobilité, hein, parce que le maximum d'éléments qui transitent, c'est l'information, et donc la fibre optique, c'est notre premier élément de mobilité. Un département, aujourd'hui, c'est quelque part entre ici et Neptune et Pluton, à la vitesse de la lumière. Donc voilà, le système solaire, c'est un département. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, derrière, la vitesse de l'hydrogène, la vitesse du câble, la vitesse de l'électrique, derrière ça, il y a, donc dans les graphiques que je vous montrais rapidement tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas que des startups qui parlent de ces sujets-là. Puis si on passe à celui d'après, on se rend compte surtout qu'il y a énormément de sujets thématiques. En fait, le voyage, il est gigantesque, quasiment infini. 3000 startups travaillent actuellement sur les sujets de transformation de la mobilité. Ça fait 60 000 personnes qui, tous les matins, se réveillent en disant comment est-ce qu'on pourrait réinventer tout ça. Et vous voyez, il y a de la data, il y a de l'IA, il y a des batteries, bien sûr, il y a du logiciel, il y a des nouveaux matériaux. Ça part dans tous les sens. Et ça, oui, ça ne va pas assez vite. Et c'est un sujet essentiel, d'ailleurs, pour les grands comptes comme Michelin ou ceux qui nous accompagnent comme les villages BayCA. Ce qui ne va pas assez vite, c'est l'appropriation par les grandes entreprises, c'est certain. Parce que le problème essentiel auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que ces 3000 startups n'ont pas encore suffisamment de chiffre d'affaires pour que leur techno passe à l'échelle. Et vous vous souvenez sans doute de ce film bizarre il y a quelques années qui s'appelait Don't Look Up, où tout le monde n'en avait rien à foutre de ce qui était en train de se passer. Je pense qu'aujourd'hui, les startups, elles look up beaucoup. Il y a beaucoup de grandes organisations qui look up pas du tout. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu de la vitesse, c'est celui-là, c'est l'appropriation de ces technologies, le chiffre d'affaires vers les innovateurs. Ouais, alors si on reprend l'exemple de Don't Look Up, ça voudrait dire qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose de fort pour que tout le monde réagisse. C'était déjà The Day After 20 ans avant. Oui, mais des tonnes de choses en fait. C'est-à-dire que pendant très longtemps, moi, j'ai entendu des gens qui disaient qu'il faut qu'on ait un motoriste européen de la technologie, des mobilités de demain. Qui connaît
la marque du moteur de sa voiture électrique? Personne. Et personne s'en fout. Donc le champion de demain, ça se trouve, c'est un fabricant d'essuie-glaces ou c'est le développeur de l'application qui va me permettre de me garer à l'arrivée. Donc en fait, la notion qu'on nous a ancrée dans le crâne pendant un siècle de il faut qu'il y ait un acteur central qui soit le motoriste d'eux, c'est pas le sujet. Et celui-là, il peut aller vite, pas vite, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est la vitesse, c'est la vitesse de découverte parallèle d'un nombre incalculable d'innovations, dont l'open innovation dont tu parlais tout à l'heure. Je peux aller que dans ce sens-là. Et nous, avec notre vision, un peu cette hauteur, et puis la vision globale de ce qui se passe, déjà, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de startups qu'on accompagne, mais d'une manière générale, qui vont traiter de ce sujet de la mobilité. Ça, c'est sûr. Et c'est un sujet qui capte l'attention parce que c'est un des premiers sujets auxquels pensent les entreprises dans leur transformation, on va dire, globale, hein, même si ce n'est pas leur cœur d'activité. Donc, on voit qu'il y a du mouvement. Ça, c'est certain. Il y a plein de petites initiatives. Alors, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le petit pas. Il y a peut-être la rupture aussi qui va venir. Mais bon, c'est deux niveaux d'innovation. Mais par contre, effectivement, les entreprises regardent, mais il y a cette culture du changement, peut-être aussi de confiance aussi à avoir dans l'innovation et de se sentir prêt à le faire. Là, effectivement, il y a toujours un petit peu ce temps long. Mais en tout cas, ce qu'on observe, nous, dans la relation start-up, émergence de solutions innovantes et relation avec les entreprises, coche toutes les cases de ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y a aussi une question de mieux travailler ensemble? Je veux dire, Mickaël me parlait souvent du côté systémique des choses. On parle d'intermodalité, bien entendu. Vous avez tous des solutions qui doivent à un moment ou à un autre fonctionner avec une autre solution, avec quelqu'un d'autre. C'était l'exemple typique de l'ascenseur Valéen qui prend du sens parce que le départ est à côté de l'arrivée du TGV. Est-ce que vous réussissez dans des activités qui sont, entre guillemets, encore un peu nouvelles, à avoir aussi cette forme de collaboration avec les autres intervenants du même secteur que vous? Ou êtes-vous concurrent? Je ne pense pas, mais est-ce que vous arrivez à avoir des organisations dédiées qui vous feraient ou qui feraient en sorte que chacun, dans votre technologie, dans votre expertise, progresse plus vite? Je vais juste peut-être faire un petit commentaire sur la batterie versus l'hydrogène qui fait le lien entre est-ce qu'il y a de la complémentarité. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux véhicules électriques qui utilisent le même powertrain. Donc, il y a quand même, au niveau des constructeurs de véhicules, beaucoup de synergie entre les deux types de véhicules. Aujourd'hui, je dirais que la concurrence a été, dans certains cas, très bénéfique parce qu'elle a permis aux consommateurs de bénéficier de réduction de coûts, etc., ou d'amélioration dans la performance. Aujourd'hui, sur le monde de l'énergie et de la mobilité, et de l'énergie liée associée à la mobilité, on va devoir se passer de quelque chose d'exceptionnel qui était le pétrole, qui était le combustible parfait pour se déplacer. Et je pense que plus que de concurrence ou que d'association, c'est vraiment de la complémentarité. Je pense qu'on va aller chercher. C'est vraiment de dire ne perdons pas du temps à essayer d'installer la batterie là où c'est pas pertinent. Ne perdons pas du temps à essayer de vendre l'hydrogène là où c'est pas pertinent. Et chacun a son domaine d'usage et on va devoir, pour répondre à la complexité de la disparition du pétrole, qu'elle soit subie par la déplétion des ressources ou qu'elle soit volontaire parce qu'on va enfin prendre en lien avec donc Lookup, conscience qu'il faut peut-être quand même se bouger et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je pense que la complémentarité sera malheureusement ou bien heureusement nécessaire à trouver des solutions qui correspondent à tous les besoins qu'on a et sans se marcher dessus. Après, les complémentarités, voilà, elles apparaissent par exemple au niveau des constructeurs de véhicules. Quelle une réaction? Oui, alors par rapport à ta question, le sujet, il est tu as dit, je dis souvent le mot systémique ou vision holistique. En fait, ce n'est pas vraiment nos concurrents, ni même les complémentarités qu'on n'arrive pas à engager. C'est plutôt le monde politique. Si je fais un peu de benchmark, parce qu'on est très présent dans le monde entier, j'ai en charge d'une équipe en République dominicaine. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a eu un projet d'un président. Alors, il lance un appel d'offres et on est tous les concurrents dessus. Le président perd son mandat et le président d'après, il a gardé le projet et il l'a amené au bout. Et nous, aujourd'hui, on est très souvent dans une vision court terme qui ne permet pas de faire avancer des sujets long terme. Aujourd'hui, mettre un télécabine, ça ne sert à rien si on met juste le télécabine. Si on ne réfléchit pas, la connexion avec tout le reste du réseau. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'instances où on parle de ça.
Il y avait Eiffage, il y a une dizaine d'années, qui faisait des projets en imaginant la vie de 30 ans plus tard. Puis ils se sont fait un peu taper sur les doigts en disant mais là, vous faites le travail de la force publique. Il faudrait qu'on arrive à retrouver, alors c'est un peu les schémas de coordination territoriale, hein, mais qui réfléchissent vraiment mobilité sans parti pris. Parce qu'il ne faut pas mettre du câble partout, il ne faut pas mettre de la voiture électrique partout, il faut mettre ce qu'il faut à l'endroit où il le faut. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, vraiment. Ouais, très clair. Émilie, une réaction? On va en dire là-dessus. Merci. Je suis assez alignée en fait avec tes propos parce que clairement, il y a une espèce de synergie entre les acteurs. Alors la concurrence, elle est saine et puis c'est la base de l'offre et de la demande, bien évidemment. Mais je pense que les gens qui évoluent dans ce marché, et tu disais tout à l'heure 3000 startups, 60 000 personnes qui se lèvent tous les matins pour un projet, c'est des gens qui partagent des valeurs en fait, qui ont des attentes pour demain. Et qui sont prêts à donner une part du gâteau à leurs voisins si ça permet d'avancer. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, les pouvoirs publics et puis les acteurs finaux restent encore un peu frileux. Et c'est ça qui porte préjudice et qui nous permet de dire aujourd'hui ça ne va pas assez vite. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté des différents acteurs et que l'on représente de façon assez infime autour de cette table ce matin, mais il y a vraiment le sujet de se dire tout le monde veut avancer dans le même sens. Par contre, au-dessus, les décisionnaires, ceux qui font acter les lois, parfois font un pas de côté et 3 pas en avant. On a eu l'exemple par exemple avec les ZFE, donc les zones à faible émission, qui ont été un sujet latent pendant quelques années, qui sont maintenant en stand-by. On a une LOM qui est devenue punitive, mais au bout de quasiment 5 ans. Voilà, il est temps, je pense, qu'on aille au bout de la démarche et que l'État au sens large puisse être un peu plus contraignant, puisqu'on le sait, les gens changent rarement de gré, mais plutôt de force. C'est malheureux. Donc le but, c'est pas de les contraindre, c'est simplement de les accompagner, de leur expliquer et de leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'autre chemin, puisqu'on parlait de Don't Look Up tout à l'heure. Je pense qu'on y est, et déjà depuis quelques temps. Donc il est important que l'ensemble des acteurs puissent être soutenus de façon durable par l'ensemble de la classe politique au niveau français et européen. Ouais. Il y a des choses qui se passent. Quand même, j'ai vécu très longtemps à Paris, je m'en excuse. Je roule en vélo et que en vélo depuis plus de 20 ans. Il y a une époque, j'étais blogueur, j'avais été invité par Renault à visiter, je ne sais plus quoi, j'ai débarqué en vélo, les gens me regardaient comme ça, il y a des caméras de télé qui me suivaient parce que j'étais en vélo dans Paris, c'était incroyable. Aujourd'hui, une décision politique, moins de 10 ans, une transformation totale des modes de circulation dans Paris, comme quoi c'est possible d'aller vite, mais il faut avoir un courage politique absolument certain. Parce que, quelle que soit l'opinion politique, il y a un truc qui est sûr, c'est que la maire de Paris, elle en a pris plein la gueule pendant très longtemps. Et toute l'intelligentsia économique disait non mais c'est ridicule, enfin ça suffit ces histoires. La réalité aujourd'hui, c'est que ça a changé les comportements et que la vie dans Paris est plus agréable aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y en a qui ont subi, certes, des embouteillages, mais ça a tout changé. Donc il y en a qui ont du courage politique, mais c'est pas facile. Ouais, il faut y arriver. Oui, et puis il faut donc une vision et du temps long. Il y a évidemment aussi l'accompagnement pour que, on parlait des 60 000 personnes qui se lèvent tous les matins pour penser innovation et mobilité. Il faut aussi, que ce soit faire service public ou privé justement, un accompagnement qui s'adapte aussi aux besoins. Parce que la technologie, l'innovation, les startups, comme ici au village, je suppose que là aussi, il faut se dire les sujets évoluent, les sujets urgents évoluent. Je ne suis pas sûr qu'il y a 15 ans, s'il y avait le village, on parlait autant de transformation environnementale par l'innovation. On parlait innovation, on ne parlait pas forcément de ça. Je pense que c'est le cas partout. Et pour des sociétés comme Poma, ça doit être pareil. Si on parlait innovation et transport, maintenant on parle sûrement innovation, transport et décarbonation. Vous êtes nés, vraiment vous, dans la décarbonation. Cet accompagnement, en tout cas ce changement aussi de paradigme peut-être dans vos choix d'accompagnement, il est présent sur la notion de mobilité douce, avec en effet un accompagnement fort sur ce qui peut changer les choses. C'est présent. L'accompagnement, il va se faire déjà sur... il va se baser sur l'impulsion et l'envie de l'entreprise, mais qui parfois peut être finalement pas précis dans ses demandes. Et déjà, il y a un gros travail de faire émerger les opportunités d'innovation. Parce que parfois, il y a l'envie, il peut manquer d'impulsion, il peut y en avoir, mais pour autant, ça rend pas les choses concrètes. Et c'est aussi peut-être ça qui va
impacter le temps de mise en place. Alors nous, on s'adapte en fait finalement à ça et on accompagne pour que cette démarche d'innovation, elle soit de plus en plus précise. C'est pour ça qu'on va vraiment faire émerger les cas d'usage pertinents qui peuvent aller se mettre en place rapidement ou plus loin. Et c'est là aussi où on fait intervenir la mise en relation avec le start-up parce que aller chercher de l'innovation en dehors de sa propre entité fait qu'on peut imaginer des choses, enfin en tout cas être surpris alors qu'on ne l'avait pas imaginé, et surtout d'aller plus vite et parfois plus loin. Donc effectivement, il y a une envie, et nous on est là, on est cet acteur qui va pousser un petit peu le courage de se lancer, et on va au rythme, on s'adapte aux besoins effectivement des entreprises sur ce sujet. Si on parle aussi attractivité, il y a le côté contexte incitatif, et puis ça peut aussi venir de comment dire, je vais dire de plus bas, pas de plus bas, mais de tout le monde. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a de la formation? Est-ce qu'aujourd'hui vos secteurs d'activité sont désirables ou sont de plus en plus désirables? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes? Parce que si on veut changer le monde, il va falloir quand même qu'on parle d'autre chose que de références que Guillaume citait tout à l'heure, que personne n'a suivi, qui sont intéressés par vos métiers, qui sont intéressés pour eux aussi, en fait, rentrer dans quelque chose, dans des secteurs où ils ont un enjeu d'avenir, où il y a un enjeu d'avenir. Et si oui, est-ce que les formations sont là, sont en adéquation, ou est-ce qu'il y a justement là un gros boulot à faire? Parce que si on veut développer des secteurs, des attractivités, il faut aussi commencer par les expliquer certainement aux plus jeunes. Mickaël, est-ce qu'il y a un sujet de formation aussi? Alors, côté formation, on n'a pas vraiment de problème aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui arrivent sont quand même bien formés, très opérationnels, beaucoup plus que je l'ai peut-être été il y a 25 ans, notamment grâce à l'alternance, grâce au stage. Nous, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que c'est un levier d'attractivité. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on a une raison d'être. On dit qu'on agit pour une mobilité collective soutenable et source de plaisir. Et mine de rien, ça attire des gens. Ça, c'est vrai. C'est peut-être plus facile que sur certains autres secteurs d'activité. Après, moi, je n'ai pas de problème de formation. Et pour donner une petite note positive quand même, on a aussi la chance d'avoir un secteur où la force publique, sous la notion de réglementation, est très proactive. C'est-à-dire que quand on fait des appareils comme le Valet 1, on a au moins la chance d'être très bien suivi par le service technique des remontées mécaniques, le STMTG. Et ça, c'est quand même bien parce qu'il y a une vingtaine d'années, peut-être trentaine d'années, on aurait eu aussi des tas de gens qui nous expliquent comment ne pas y arriver. Donc autant il nous manque un maillon systémique de l'usage, autant on a moins de freins technologiques qu'on en avait avant. En fait, la formation, pardon, je me permets, mais c'est dans l'autre sens qu'il faut l'imaginer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles arrivent avec des exigences dans les entreprises. Elles sont sensibilisées au sujet, elles sont prêtes à se mobiliser. Il y a un dirigeant d'entreprise ici qui m'a dit il y a 1 an, c'est mes collaborateurs qui viennent me voir en disant « Patron, qu'est-ce qu'on fait pour la décarbonation ?» Et je ne savais pas quoi leur répondre. Et c'est là où les startups sont super intéressantes parce qu'il y a faire du vélo partage, mettre de l'herbe sur le toit, changer les comportements de l'entreprise. Il n'y a pas besoin d'avoir un directeur de la décarbonation pour le faire. Il y a des collaborateurs qui sont disponibles et volontaires. C'est eux qui créent les liens avec les startups, c'est eux qui mettent en place les projets. Donc ça marche. Et 2, Télécom et École de Management m'a dit on n'arrive plus à recruter nos étudiants si on n'a pas des programmes autour de la décarbonation. Donc aujourd'hui, c'est à nous, les vieux cons, de se former. C'est à nous de comprendre et c'est à nous de bouger. Notre responsabilité, elle est là, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser à nos enfants une planète pourrie. Donc il faut qu'on se bouge les fesses. Émilie, est-ce que vous avez dans vos nouvelles, vos recrutements, ou en tout cas dans les demandes que vous avez, est-ce que vous sentez aussi que c'est un sujet qui intéresse de toute façon cette activité? Oui, effectivement, là où c'est extrêmement positif, c'est qu'on a une vraie prise de conscience des jeunes générations et d'une bonne partie des moins jeunes aussi. Donc je laisserai à chacun juger où est le curseur du jeune ou pas. Mais franchement, c'est effectivement motivant et une note positive de se dire que les jeunes générations, celles qui rentrent sur le marché du travail, elles ont un certain nombre d'idéaux, des exigences, effectivement, des valeurs, et qu'elles sont prêtes à beaucoup de choses pour les mettre en œuvre. Et ça va faire bouger les choses. Et on peut espérer que ça les fera bouger plus vite et plus fort que
ce qui va venir d'en haut en fait. Et ça, c'est extrêmement favorable. On a des profils qui sont effectivement déjà très formés, très techniques, très pointus dans des domaines, et ça va leur permettre effectivement d'être très opérationnels rapidement et d'apporter des solutions qui font sens. Et je suis assez d'accord avec le fait d'avoir cette possibilité d'écouter les personnes qui constituent l'entreprise, nonobstant de leur âge ou de leur formation, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal d'élan collectif, individuel et collectif, qui va permettre de travailler sur des sujets autour de la RSE en interne et qui va pouvoir challenger un peu l'ensemble des équipes, même celles qui ne sont pas impliquées en premier lieu. Et ça aussi, je trouve ça extrêmement stimulant et c'est aussi quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, il y a un mouvement qui fait que tout le monde se retrouve entraîné et par la force des choses participe et ça, c'est extrêmement favorable. Pierre-Jean, une réaction ? Oui, je partage tout ce qui vient d'être dit. Juste pour illustrer, nous, clairement, les gens qui viennent travailler chez Attaway, ils viennent pour le projet de décarbonation. Je pense que c'est vraiment la très grande majorité. Et puis pour donner du baume au cœur aux vieux cons, ils ont le droit de changer d'avis. On recrute régulièrement des gens qui viennent du pétrole et qui ont fait une bonne petite prise de conscience sur le fait que le futur professionnel, il fallait aussi le réorienter. Donc je pense que les vieux cons ne sont pas tous perdus. Voilà. Oui, ce n'est pas réservé aux militants, je suis d'accord avec toi. Concrètement, actuellement, votre actualité, est-ce qu'il y a des cas est-ce que transport urbain, on a dit tout à l'heure qu'on reviendrait, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, est-ce qu'il y a des projets concrets qui sont dans les tuyaux et qui peuvent être un cas d'école, ou en tout cas cas d'école d'ailleurs, autant dans la réussite que dans les freins. Mickaël ? Alors, je pense qu'il y a un cas d'école qui est intéressant, c'est la République dominicaine, j'en parlais. Premier appareil en 2018, deuxième appareil dans la même ville, Saint-Domingue, en 2020. Et là, on est en train d'en faire un troisième. Et à chaque fois, le maître d'ouvrage est dans la réflexion de comment je désenclave des quartiers et comment je me rabats sur d'autres systèmes de transport et comment je ne mets pas en concurrence. Typiquement, l'appareil, le premier qu'on a fait, on est dans une favela très dense, et donc il y avait des gens qui avaient des mototaxis, etc. Et il fallait trouver un débouché. Parce que si on est juste là pour casser de l'emploi, ça ne marche pas, on n'en ferait pas un deuxième. Et donc, effectivement, ils ont proposé des gares de mototaxis à l'arrivée de nos systèmes, ce qui fait que... Et ils ont même mis toute leur communication, c'était assez intéressant, avec un film fait à partir d'une habitante de la favela qui disait, avant, je mettais 1h45 à aller au travail, maintenant, je mets 40 minutes et ça me coûte moins cher. Et eux, c'est clair qu'ils ne vont pas beaucoup axer sur la décarbonation. Ils vont vraiment axer sur l'augmentation de temps de vie, sur le confort, sur la sécurité. Donc ça, pour moi, c'est un bel exemple. D'ailleurs, ça fait des petits. Des exemples plus compliqués, on le sait, on ne va pas tomber dans la polémique sur Grenoble, mais c'est peut-être justement, on revient à cet usage, au parcours, à qui bénéficie, qui va pâtir, entre guillemets, et si on n'arrive pas à bien le gérer en amont, on n'aboutit pas. Là, on va mettre en route cet été Ajaccio. Donc Ajaccio qui part vers le Best Western et qui monte à un hôpital, qui monte à un collège, qui remonte sur un centre commercial. En tout cas, il y a du besoin, il y a des bouchons. Comment la population va changer de mentalité, comment ça va être un succès, c'est tout l'enjeu du travail avec le politique. Tout à l'heure, on parlait aussi des choses qui se passent pour faire changer les mentalités. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que beaucoup de gens savent que des gens vont aller en télécabine faire leurs courses et rentrer avec un sac de courses alimentaires en télécabine. Moi, j'ai suivi la mise en place du télécabine de Toulouse, notamment, qui va d'université à un hôpital, mais qui économise du métro. Là, tu en parles. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait... est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience un peu plus forte, ou en tout cas une connaissance en tout cas un peu plus forte à avoir d'enfants qui vont à l'école en télécabine? En fait, c'est le sujet des ministres sur les mentalités. C'est-à-dire que, et moi le premier, est-ce que je prends une voiture électrique si je veux faire 500 km, c'est pas bon. Donc il y a toutes ces questions-là, et les gens ne se projettent pas du tout dans cet usage, surtout que dans l'inconscient collectif, on est quand même très remontée mécanique de montagne. Je ne veux pas en aller au ski, je veux aller au boulot, quoi. Donc il y a, je le disais, la peur de la hauteur, mais il y a aussi la peur que finalement, est-ce que c'est bien sérieux comme système? Moi aujourd'hui, j'ai peu de relais. Hein, on a beaucoup travaillé avec le chaînon manquant à une époque, on travaille avec d'autres vecteurs, avec le GART,
pour faire connaître. On va être en juin à Hambourg à l'UITP, donc l'Union internationale des transports publics, pour montrer que c'est un chaînon de plus. Est-ce que ça suffira? Je vous le dirai plus tard. Pierre-Jean, dans l'actualité, concrètement, est-ce que les enjeux d'Ataway dans les mois ou années qui viennent? Alors aujourd'hui, l'enjeu principal, ça va être de développer notre activité à l'export et dans les services. Pourquoi? Pour avoir un peu plus d'assises commerciales autres que juste vendre des nouvelles stations. Et puis peut-être pour illustrer aussi une réussite de collaboration, on est en train de finaliser la mise en place d'une première station dans la vallée de l'Arve. C'est un projet collaboratif qui regroupe 5 acteurs, donc un industriel, Ataway pour la partie hydrogène, un énergéticien, un grand concessionnaire pour amener les véhicules, et puis un support du Crédit Agricole qui souhaite expérimenter aussi des choses en termes de business model. Donc ça, c'est juste pour cet exemple, c'est pour illustrer le fait que le projet Harvey, pour ceux qui veulent aller chercher sur Internet, c'est pour illustrer que des bonnes volontés, il y en a plein qui ont envie de faire des choses. Et je dirais, à partir du moment où on arrive à réunir un certain nombre de bonnes volontés, on arrive à faire bouger les choses. Et donc, un des gros enjeux pour nous, c'est de concrétiser ce projet avec une inauguration prévue fin d'année, début d'année prochaine. Émilie, est-ce qu'il y a des cas concrets, des sujets qui représentent vraiment les enjeux de OATA là, sur les mois ou années qui viennent? Alors en effet, il y en a un certain nombre, il y en a toujours. Je dirais que de façon très pragmatique, ce qui va être important pour nous, ça va être de pouvoir accompagner nos clients et futurs clients sur cette compréhension de la loi LOM. Et puis les accompagner au mieux dans leur changement d'usage et dans... En fait, notre accompagnement, il se fait à tous les étages de l'entreprise. On explique toujours que si on convainc un décisionnaire de passer à l'électrique, c'est formidable. Par contre, si les chauffeurs ils vont à reculons, ça perd son sens. Donc on est vraiment dans une logique de transition, accompagnement au changement de l'humain à tous les étages, si je puis dire. Donc ça reste notre priorité. On a pas mal d'enjeux autour de l'élargissement, j'ai arrivé, de notre catalogue de véhicules, notamment pour pouvoir travailler encore plus large, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur des fourgons, des 20 mètres cubes. On va travailler demain sur des bennes et des plateaux. Donc ça va pouvoir ça va nous permettre de toucher encore plus de secteurs d'activité et plus de types d'entreprises. Et puis, l'idée, c'est en tout cas, notre enjeu aussi, c'est de se dire que la ligne de conduite, notamment sur la LOM, restera celle qu'elle est et incitera de façon un peu plus forte les entreprises à bouger. Et nous, on sera là pour les accompagner. Guillaume, est-ce qu'il y a le concret, en tout cas les enjeux, l'objectif ou les objectifs les plus concrets qui animent Moverbase dans les mois ou années à venir? Vous l'avez senti là dans la façon dont je me suis exprimé. Je viens du monde de l'innovation produit collaboratif. Et en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années que transposer ces méthodes de travail au monde de la décarbonation était d'une efficacité redoutable. Et on a organisé au mois de février, pendant un événement qui s'appelle Tech & Fest, un village de la décarbonation. On a invité, sans qu'elles payent, 50 startups françaises qui sont venues présenter leurs solutions. Le truc extraordinaire, c'est qu'en 2 jours, elles ont fait 850 rendez-vous avec des dirigeants d'entreprise qui sont venus à Tech & Fest. Et le truc encore plus extraordinaire, c'est que ces 850 rendez-vous ont généré 180 projets. Donc c'est la preuve que ça marche, qu'il y a une attente dans les entreprises. Et quand on arrive avec des solutions concrètes et opérationnelles, il y a un vrai truc qui peut bouger et qui peut bouger hyper vite. Alors après, je trouve que ce que ça nous renvoie, nous tous ici, on est dans les territoires alpins, on est les premiers à subir la transition climatique. Et on doit être exemplaire. Et donc, comment est-ce qu'on peut réussir à montrer au reste de l'économie, au reste des territoires, que nous, on est en avance de phase, qu'on expérimente, et que ces expérimentations réussies, on les partage, que ce qui est réussi à Grenoble ou ce qui est réussi dans les vallées ici, on peut le transposer dans n'importe quel territoire. Ce qui marche avec l'hydrogène ici en montagne ou avec l'électricité dans le Massif central, on peut aller l'expérimenter partout avec efficacité. Vanessa, une réaction ?
Oui, moi, au regard de tout ce qui a été dit, des acteurs autour de cette table, cette place chez nous, je fais j'ai un rêve finalement, et puis je vois toutes ces startups, toutes ces initiatives. Je me dis que la mobilité, sa prochaine actualité, c'est que chacun trouve sa mobilité. Je vois tellement de solutions différentes. On parle de décarbonation, on parle d'électrification, mais il y a aussi, nous on accompagne de startups incroyables qui vont aller transformer les usages avec des skis-roues, avec des véhicules intermédiaires électriques. Et je me dis que c'est toutes ces mobilités-là, mises bout à bout, qui feront que, en tout cas, l'innovation participera et que chacun pourra trouver sa mobilité, j'espère innovante. Allez, un dernier exercice en 3 mots. Wathéa dans 5 ans. Le rêve, s'il y a un rêve, pas forcément, soit de la société, soit en tout cas l'accomplissement, la réussite d'objectifs de Wathéa, ce serait quoi, Émilie? Vous n'avez pas de chance que les autres ils ont le temps de réfléchir. Alors 3 mots, effectivement, je vais peut-être me permettre de déborder un peu, mais c'est être présent sur le marché de l'électrification des professionnels au sens large. L'entreprise aujourd'hui, elle a 5 ans. Donc elle est encore à ses débuts. Dans 5 ans, elle en aura 10. Bon, du coup, en plus, il y a des maths dans l'équation. Mais de se dire qu'on est effectivement là et capable d'accompagner l'ensemble des professionnels et qu'une grosse partie des blocages psychologiques qui restent aujourd'hui sur l'électrique soient levés. Je pense que c'est un peu les vœux que partageront mes confrères aujourd'hui. Merci, Émilie Noté. Je peux recommencer si vous voulez, mais si vous avez entendu, donc c'est le même exercice dans 10 ans. Pour Attaway, l'objectif, c'est d'être dans les 5 prochaines années un des 3 leaders des stations de recharge et des infrastructures de recharge hydrogène au niveau européen. Donc, d'où nos ambitions d'internationalisation. Et pour atteindre cet objectif, on se donne l'objectif assez ambitieux dans l'hydrogène d'être une entreprise rentable dès l'année prochaine, ce qui permettra après de construire une croissance basée sur un business model bien équilibré. Oui, parce qu'on le rappelle quand même que pour innover, il faut quand même aussi des gens qui investissent. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les investisseurs qui nous font confiance. Aucun rapport avec le fait du lieu où on enregistre aujourd'hui, bien entendu. Aucun rapport. Non, l'accompagnement par les investisseurs et par les gens qui veulent s'engager dans la transition, il est nécessaire pour amorcer ces nouvelles technologies parce que les investissements en R&D sont énormes. C'est nécessaire dans la première phase, la phase de début de croissance, mais à un moment, il faut que tout ça se soit appuyé sur une rentabilité et un équilibre économique solide pour pouvoir se projeter sur une croissance à l'international. J'ai de la chance, personne n'a tenu les 3 mots. C'est vrai. C'est vrai, ça aide. J'ai pas été très contraignant là. Non, pour moi, ce serait que dans 5 ans, lorsqu'on fait une prochaine émission, tu te dises pas, mais finalement, comment est-ce que les gens acceptent de prendre un télécabine? C'est que ce soit pas du tout révolutionnaire, c'est que ce soit pas du tout innovant, c'est que ce soit rentré dans les usages. Et puis mon deuxième vœu, ce serait que les gens se parlent beaucoup plus, non pas en version concurrente, mais en version complémentarité. Parfait. Guillaume. Mais moi, je dirais que le pire, c'est l'immobilisme. Et je crois que pour bouger, les startups, c'est la solution rêvée pour explorer et encore explorer. Voilà mes 3 mots. Et il faut pour ça des tiers de confiance. Et évidemment, j'espère que ma techno va être reconnue comme le tiers de confiance pour réussir à initier des partenariats hyper innovants. Vanessa, un mot à la fin Oui, j'espère qu'on aura accompagné un maximum d'entreprises et startups pour que toutes ces entreprises et tous les souhaits qu'ils ont émis, leur vision qu'ils ont à 5 ans et plus loin, qu'on ait pu jouer un rôle, en tout cas, qu'on puisse accompagner de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, nous, il y a dans le fonctionnement, en fait, et dans nos croyances à Mountain Changemaker, quand on a lancé le média, c'était qu'il y a un point qui est capital, c'est le suivi. C'est-à-dire que pour ne pas être une table ronde où il se dit beaucoup de choses intéressantes et intelligentes, mais où après, on n'en reparle plus. Donc, on s'engage à faire un suivi. Donc, vous êtes enregistré évidemment aujourd'hui. Donc, on se reverra et on reviendra sur ces différents sujets dans quelques mois certainement pour en reparler ensemble et savoir, apprendre et comprendre tous ensemble ce qui a avancé, ce qui a moins avancé,
pourquoi, comment. L'important, c'est aussi d'identifier les freins pour pouvoir ensemble peut-être accélérer les solutions à ces freins. Merci à tous d'avoir participé, c'était passionnant. Et puis, justement, on a tous des enjeux, vous l'avez dit, donc bonne chance pour toute la réussite pour les prochains mois et prochaines années au sein de vos entreprises. Merci, à bientôt pour un prochain round.